d'une politique de santé publique concertée depuis plusieurs mois. Que sont les contrats locaux de santé? Ce sont des outils de contractualisation permettant d'associer les acteurs autour des enjeux d'un territoire. Ce sont des méthodologies de travail au service d'une stratégie locale de santé qui vise à apporter en proximité une meilleure réponse aux besoins de la population. C'est une opportunité pour permettre une meilleure articulation avec les politiques publiques pilotées par les différents partenaires, et ce, dans une logique de cohérence et de coordination et de décloisonnement. Marseille, depuis 2010, a été la première municipalité à s'engager dans un contrat local de santé. C'est, Monsieur le maire, ces décisions de santé publique que vous avez souhaitées et que ma collègue Dr Françoise Gonnet a conduites pour construire ce premier CLS signé entre l'État et la ville. La périodicité de ces CLS étant de 3 ans, mais pouvant faire l'objet d'une prolongation par un avenant. Un second a fait l'objet d'une autre signature en 2014. J'ai souhaité que pour ce deuxième CLS, il soit associé le département sur les politiques de santé de ses champs de compétences, à savoir les seniors, les personnes handicapées et la protection maternelle infantile. Aujourd'hui, nous vous demandons d'approuver la 3e génération du CLS, qui s'articule autour des axes du nouveau projet régional de santé de l'ARS PACA, ainsi que sur les politiques déclinées en territoire du plan régional santé-environnement. Ce contrat local de santé s'inscrit autour de 3 grands principes qui définissent ses objectifs. Avant tout, comme la stratégie nationale de santé nous l'implique, il réaffirme le postulat apporté par l'Organisation mondiale de la santé, selon laquelle la santé doit être un objectif au cœur de toutes les politiques publiques. Il s'inscrit dans une approche de maîtrise et de réduction des inégalités sociales de santé sur les territoires marseillais. Enfin, il intègre dans ses actions une approche globale mais graduée au travers des parcours de soins, des parcours de santé et des parcours de vie, permettant ainsi de prendre en compte les déterminants multiples de la santé que sont l'entourage, la famille, la scolarisation, l'environnement écologique, la réinsertion, le logement. Ces objectifs ont dégagé 5 axes stratégiques à partir d'un diagnostic territorial établi en commun. Le premier axe, développer la prévention en santé environnementale. Sur ce chapitre-là, 3 volets ont retenu l'attention de l'ensemble des partenaires du CLS. Il a été évoqué l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et extérieur sur le territoire marseillais. Nous savons tous combien la qualité de l'air impacte et inquiète aujourd'hui nos concitoyens à juste raison. Nous respirons entre 12 000 et 13 000 litres d'air par jour, et beaucoup plus pour nos enfants. Les différentes sources de pollution terrestre ou maritime nécessitent de notre part un engagement sans faille aux côtés des acteurs responsables et des associations de défense de la nature et de la qualité de l'air. À ce sujet, Monsieur le maire, j'ai entendu tout à l'heure diverses interventions sur la pollution maritime. Il est vrai que c'est un des soucis majeurs aujourd'hui sur lequel nous travaillons. Mais tout le monde a évoqué beaucoup de pistes. Je voudrais ici évoquer la piste de la zone de concertation aujourd'hui qui était mise, zone ECA, qui était mise en Méditerranée, qui est travaillée aujourd'hui en Méditerranée, avec l'ensemble des autres ports, Marseille, Barcelone et Naples, de façon à avoir une zone d'émission de pollution qui soit commune et qui soit respectée par tous. Et une des grandes actions qu'il faut mener pour le respect de cette qualité de l'air, c'est de respecter d'abord les normes qui existent aujourd'hui. Et savoir que si aujourd'hui les bateaux de croisière ou les autres bateaux arrivent sur les eaux territoriales avec un fioul à 3,5% de soufre, ils devraient normalement utiliser du 0,5% pour aborder la ville et avoir du 0,01%, c'est-à-dire ce qu'on appelle du gasoil maritime, quand ils sont à quai. Or aujourd'hui, ce n'est souvent pas respecté et il faut commencer par faire respecter ces règles si on veut avoir une qualité de l'air qui est intéressante pour l'ensemble des Marseillais qui sont impactés là-dessus. Mais hélas, souvent aussi, notre marge de manœuvre, à nous, municipalités, reste réduite. C'est notamment pour cette raison que je vous soumettrai dans ce Conseil un rapport, qui est le rapport suivant, sur les vœux exprimés par l'Association des maires de France concernant les politiques de santé publique de proximité. Par contre, sur la qualité de l'air intérieur,
nous sommes en responsabilité et nos actions de surveillance dans les espaces recevant des publics montent en puissance. La législation par décret du 17 août 2015 nous conduit à appliquer un dispositif réglementaire encadrant la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements scolaires, crèches, maternelles et élémentaires. C'est l'auto-évaluation que nous avons choisie au regard de la métrologie quinquennale qui nous est proposée dans la loi, ce qui se traduit par la réalisation de 80% de ces protocoles d'évaluation à ce jour pour les 511 établissements concernés. Nous avons donc traité aujourd'hui 410 établissements. Le reste sera traité dès la rentrée au mois de septembre. Une brigade de 4 personnes affectées spécialement sur ce projet a été mise en place. Les enjeux sanitaires au niveau de la qualité de l'air, je voudrais surtout rappeler l'enjeu économique où on estime à 19 milliards d'euros par an le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur. À côté de cette mise en place de la qualité de l'intérieur, la mise en place d'une politique locale concertée de lutte contre l'incurie dans les logements. Je rappellerai que l'incurie, c'est l'absence de souci de soi ou d'autrui, c'est un abandon total des conventions sociales et un manque d'hygiène et de soins. De soi-même, c'est un état à la confluence de l'hygiène, du social et de la psychiatrie. Enfin, troisième volet, réduire l'exposition aux polluants émergents, au premier rang desquels les perturbateurs endocriniens. La concrétisation de cette volonté s'exprime dans le rapport sur le protocole pour une réduction des perturbateurs endocriniens dans les crèches qui suit mon intervention et que nous mettons en œuvre en concertation avec ma collègue Catherine Chantelot, que je remercie ici, ainsi que ses services, pour l'engagement et la volonté de construire une réponse dans une période de la vie où l'impact de ces perturbateurs endocriniens est majeur. Il s'agit des 1000 premiers jours de la vie. Le deuxième axe a conduit à lutter contre la sédentarité et promouvoir l'activité physique chez tous les Marseillais dans un objectif de promotion de la santé et du bien-être. La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, dite loi Touraine, dans son article 144, préconise le sport sur ordonnance. Vous savez tous que l'activité physique est source de bien-être et que l'inactivité physique est devenue l'un des principaux facteurs de risque pour les problèmes de santé et est à l'origine d'environ 10% de la mortalité totale dans la région européenne. Selon les estimations de l'OMS, l'inactivité physique est la cause de 5% des charges cardiovasculaires coronariennes, 7% des diabètes de type 2, 9% des cancers du sein et 10% des cancers du côlon. Aussi, pour aller au-delà de cette prévention secondaire, nous avons voulu ouvrir cette prise en charge dans le cadre d'une prévention primaire pour tous ceux non inscrits dans le cadre d'une affection de longue durée qui peuvent bénéficier de ces dispositifs. C'est la vocation de la plateforme, Monsieur le maire, que vous nous permettez d'ouvrir et que nous allons inaugurer le 4 juillet et dont le rapport vous est soumis dans les rapports suivants. Ce rapport propose également, avec cette plateforme, aujourd'hui l'ouverture d'un LavLab Sport Santé. Il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt pour lequel la ville a été couronnée, et à travers lequel sont coordonnées les actions pour aller de l'action portant sur comment sortir les gens de la sédentarité jusqu'à comment on améliore les performances des sportifs de haut niveau. L'ensemble des acteurs territoriaux sont autour de ce schéma, qu'il s'agisse d'AMU en priorité, qu'il s'agisse du département, de la région, de la métropole. Tous les acteurs sont co-signataires de ce projet d'aménagement d'intérêt. Enfin, le troisième axe, soutenir, accompagner et diversifier les modalités de prévention et d'intervention dans les politiques de réduction des risques et des dommages. Depuis 1995, Marseille conduit, sous votre autorité, Monsieur le maire, une politique d'accompagnement des acteurs de la réduction des risques et des dommages dans le cadre de la lutte contre les addictions et les troubles de santé qui en sont les conséquences. Ces actions sont conjointement soutenues par l'État, l'ARS, la Caisse de sécurité sociale. Le CLS3 poursuit cette politique en concertation et en coordination. L'axe 4, promotion favorable à la santé du jeune enfant, en s'appuyant sur l'information et la formation des femmes durant leur grossesse. En effet, les inégalités sociales de santé ne donnent pas les mêmes chances à tous.
quand il s'agit du parcours de soins de la femme enceinte et des nouveau-nés, la prévention, l'exposition aux polluants, la vaccination, l'hygiène bucco-dentaire, l'aide à la parentalité, autant de thèmes qui sont portés par les partenaires de ce projet du CLS, qu'il s'agisse du conseil départemental, qu'il s'agisse de la CPAM ou qu'il s'agisse de la CAF. L'éducation nationale y participe aussi par la mise en place et la coordination de son plan éducatif santé. Enfin, cet axe engage un accompagnement au développement des compétences des enfants et des parents autour des troubles et des retards de langage, troubles autistiques, troubles de l'apprentissage, troubles 10. L'axe C, enfin, favorise l'accès aux soins et à l'accompagnement des personnes en renoncement aux soins et en situation de fragilité. On estime, Monsieur le maire, sur notre territoire à 60 000 le nombre de personnes en renoncement de soins. Cet axe est porté par la CPAM, la CARSAT, le CCAS, la mission locale et le tissu associatif qui prend en charge ces publics vulnérables, et cela dans le cadre de 2 actions. D'une part, la mise en place d'une campagne d'information et de sensibilisation à la problématique du renoncement pour des raisons géographiques ou économiques. D'autre part, par la diffusion de protocoles de guidance de ces populations à l'intention des professionnels. 2 actions qui conduisent à la mise en place d'un observatoire du renoncement aux soins. Mes chers collègues, ce travail est le fruit de 2 ans de réflexion et de concertation avec des partenaires pour définir des actions concrètes et applicables rapidement sur le terrain. 7 groupes de travail se sont régulièrement réunis pour le décliner opérationnellement et en budgétiser chaque action. Il ne comprend certes pas toutes les actions dans le domaine de la santé que la ville et les partenaires mènent sur le territoire, mais les actions qui sont croisées et qui sont croisées sur des priorités de chacun, et cela pour une période de 2019 à 2021. Ce CLS n'approche notamment pas les sujets de santé mentale, ô combien préoccupants, mais qui font eux-mêmes l'objet d'une contractualisation spécifique autour du Conseil d'orientation en santé mentale. Je remercie encore une fois les partenaires signataires et tous les membres du comité de pilotage pour leur participation à cet outil nécessaire à la santé des Marseillais et des Marseillaises. Merci pour votre attention. Qui demande la parole ?